Et place à la seconde séquence de la matinée. Elle est dédiée, vous l'avez compris, aux opérateurs avec 4 acteurs clés: Berny, Eternity System, Bocoloco, Elementary. Le principe, chaque représentant aura une dizaine de minutes pour expliquer son rôle dans la boucle de réemploi. Un exemple ou plusieurs exemples d'applications et puis les perspectives. Et on fera un jeu de questions-réponses à l'issue des 4 présentations. Tout d'abord, la parole à Claire Nidam. On peut l'applaudir. Elle me rejoint sur scène, cofondatrice en 2020 de la société Berny, opérateur d'une solution d'emballage réemployable en inox, des barquettes inox pour l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Vous-même, Claire, vous avez un parcours avec une double compétence à la fois commerciale et puis communication. Et on comprend qu'au sein de Berny, vous êtes notamment très avisé sur la question du parcours client. Alors tout d'abord, Berny, qu'est-ce qui vous distingue? Que proposez-vous? Bonjour Pierre, bonjour à tous. Que proposons-nous chez Berny? C'est devant vous. On propose des barquettes réemployables en inox. Et on opère ces barquettes, ça veut dire qu'on les met à disposition de nos clients, que sont les acteurs de la grande distribution, industriels de l'agroalimentaire, qui vont les proposer à leurs consommateurs. Ils vont mettre des produits dedans. Alors je crois que j'ai des photos, mais qui ne défilent pas. Voilà. Ils vont proposer de la viande, du poisson, des produits frais. Donc le client va choisir son produit dans une barquette en inox consignée. Il va passer à la caisse, payer une consigne, rentrer chez lui, consommer son produit. Et la fois d'après, il va rapporter sa barquette et se faire rembourser sa consigne. Nous, Berny, notre rôle ne s'arrête pas là puisqu'on vient collecter les barquettes. On les fait laver par des laveurs professionnels qui ont été cités dans la conférence précédente. Et puis on les remet en circulation en optimisant les boucles de réemploi pour qu'elles soient les plus courtes possibles. On a évoqué tout à l'heure le terme pooler, même si on avait compris qu'il ne fallait pas se focaliser uniquement là-dessus. Mais au fond, est-ce que ça peut vous définir sur ce rôle dans la boucle de réemploi? Nous, on se définit comme tel, puisque nous faisons fabriquer nos barquettes inox que nous avons designées. Et nous ne cédons pas leurs propriétés à nos clients. On reste propriétaire de nos barquettes sur tout le long de leur boucle, ce qui nous permet de les récupérer, de les vérifier avant une remise en circulation, et ce qui permet à nos clients de consommer de l'emballage réemployable comme du consommable. C'est-à-dire qu'un supermarché qui a besoin de 100 barquettes, il va en commander 100 et en mettre 100 sur le marché sans se préoccuper de retour des barquettes, du stock ou même de la comptabilité liée au réemploi. Vous avez développé vos propres solutions de traçabilité? Tout à fait. Tout à fait. Chaque barquette porte un QR code unique et on trace la barquette au moment du lavage, de l'envoi chez le client, donc dans le supermarché ou chez l'industriel, au moment de sa récupération auprès du consommateur. Et c'est aussi ça qui nous permet de gérer la consigne avec le client final. On voit un rôle d'opérateur, mais au fond, le marché attend-il aussi une forme d'accompagnement? Qu'est-ce que vous faites au niveau des magasins pour les aider à mettre en place notamment un système de consigne? C'est effectivement une grosse partie de notre travail. Parce que mettre des produits dans des emballages réemployables, on l'a évoqué, c'est déjà une belle affaire. Mais proposer des contenants réemployables à des consommateurs, c'en est une autre. Et donc, nous, une grosse partie de notre travail, c'est d'organiser la consigne dans le parcours du magasin. Comment on fait pour mettre des emballages réemployables dans un magasin, pour flécher le réemploi auprès des consommateurs, pour organiser l'encaissement de la consigne et la déconsigne en magasin, ou même pour afficher le prix de la consigne sur un contenant. Donc nous, on forme les équipes du magasin. Nous, on travaille sur les produits frais, donc on forme les bouchers, les poissonniers, les chefs traiteurs, la caisse, l'accueil. Comment on fait demain pour gérer opérationnellement des emballages réemployables. Et concrètement, consigne versus gratification, quel est votre conseil? Alors nous, on consigne nos barquettes puisqu'elles ont une valeur, on en veut parler tout à l'heure. Nos barquettes inox sont consignées 2 € la petite barquette, 3 € la grande. Et évidemment, on rembourse la consigne au consommateur qui vient nous les rapporter. Et effectivement, on les gratifie de 10 centimes supplémentaires à chaque barquette rapportée.
tout simplement parce qu'on préfère récupérer une barquette que d'en produire une neuve. Et aussi, le discours qu'on tient aux consommateurs, c'est on les remercie d'accompagner le supermarché dans ce geste qu'il fait dans cette démarche de réduction des déchets. Des consignes, on peut l'imaginer, des consignations qui sont manuelles. Est-ce qu'on peut imaginer une automatisation, comme pourrait l'être un jour la déconsignation sur Oui. les bouteilles? Tout à fait. Alors je vous laisse avancer, c'est vous qui maîtrisez votre présentation. Je vous ai mis des photos pour que vous puissiez voir à quel point c'est beau, mais c'est pour aussi vous aider à vous projeter. Et je pense que j'ai plus tard, c'est des saucisses. Différents essais qui sont en cours. Donc nous on s'est soit filmé avec un film plastique, soit operculé. Et c'est ce que vous pourrez voir aussi sur la Reuse Line. Et pour répondre à votre question, ça va venir plus tard, mais effectivement on met on y est. Des machines de récupération dans les magasins pour récupérer nos barquettes. Le but étant évidemment que ces machines récupèrent les bocaux et les bouteilles de nos confrères. Alors, l'exemple justement clé, vous travaillez avec différents magasins, une cinquantaine je crois dans le Grand Ouest de la France, et notamment une trentaine de magasins Leclerc. C'est un exemple vraiment emblématique pour vous. Oui, alors c'est emblématique pour nous parce que c'est l'enseigne dans laquelle on est le plus présent aujourd'hui. Et ce qui est emblématique, c'est surtout que chez Leclerc, on opère déjà des boucles de réemploi massifiées, c'est-à-dire que nous, Bernie, on va livrer des barquettes à l'entrepôt Leclerc. C'est Leclerc qui va dispatcher ces barquettes dans ses magasins. Les barquettes rapportées par les consommateurs vont être, elles, à nouveau massifiées en boucle de retour dans un entrepôt. Ça nous permet de faire baisser le coût de la boucle de réemploi de 20%, ce qui est négligeable pour personne, et évidemment d'optimiser l'empreinte écologique de la boucle. Vous avez intégré la reverse logistique pour tous ces magasins ? On déploie la reverse logistique région par région. D'accord. Et pour l'instant, on a activé ce système dans 2 régions. Quelles sont les perspectives pour vous ? Comment vous vous projetez à horizon 2024-2025 ? Oui, donc vous l'avez dit, aujourd'hui on a une cinquantaine de magasins. On est beaucoup sollicité par surtout la grande distribution pour faire ce que je vous ai montré en photo. On prévoit de déployer encore 150 magasins d'ici à la fin de l'année prochaine. Nous, on est originaire de Nantes, donc on s'est développé de façon assez organique autour de chez nous, mais on commence à être sollicité dans le nord, dans l'est de la France. Nous, on a un modèle où demain, des industriels vont envoyer leurs produits aussi dans la grande distribution. Donc notre objectif, c'est de pouvoir assurer des boucles de réemploi partout sur le territoire, avec l'aide de prestataires du transport et du lavage. L'aide de prestataires de transport et puis aussi des initiatives assez particulières, notamment pour aller chercher les contenants chez les particuliers. C'est en cours d'expérimentation. Exactement. Donc vous parliez de parcours conso, le réemploi, on est tous consommateurs, on sait que payer une consigne, rapporter un contenant, c'est une habitude qu'on doit prendre et qui n'est pas forcément facile à prendre. Tout le monde a conscience de ça. Pourtant, effectivement, il y a des initiatives avec des acteurs qui vont pouvoir potentiellement venir chercher des contenants chez vous, si vraiment vous n'avez pas envie de les rapporter et si vous ne faites pas les courses toutes les semaines. Il y a tout un tas de choses à imaginer, y compris avec nos confrères qui sont sur le village. On peut imaginer plein de choses pour nous rendre la vie facile à nous tous. Donc, Ce que je comprends en fait, c'est que vos perspectives, c'est aussi d'essayer de mutualiser la collecte de façon à ce que ça ne soit pas que les barquettes Bernie qui soient concernées et que le réemploi soit plus massivement compris et utilisé par les clients en magasin. Évidemment. Si on a 20 barquettes Bernie dans un hypermarché rempli de jetables, on va aller trouver notre clientèle, mais c'est pas comme ça qu'on va démocratiser le réemploi. Pour démocratiser le réemploi, il faut qu'un consommateur rentre dans un supermarché dans lequel il a une proposition de réemploi dans chaque rayon et puisse s'y retrouver. Sinon, il continuera à aller faire ses courses ailleurs, là où il peut acheter des produits sans consommer d'emballage. Et c'est une part de la clientèle qui grossit. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est autant d'opérateurs à avoir mis notre cœur
dans la création de ces projets. Exactement, le cœur, il n'est pas que sur les gammes réemployables, il est aussi effectivement dans les acteurs mobilisés autour du réemploi. On peut applaudir Claire pour cette présentation. Merci. Elle reste avec nous et on fera un échange collectif de questions-réponses à l'issue des 4 présentations. Et pour continuer, j'ai le plaisir d'appeler Éléonore Blondeau, responsable nouveau projet chez Eternity System, un groupe implanté à Perpignan. Venez ici et présent à l'échelle internationale. La collecte, le transport, le lavage des emballages, 17 centres industriels à l'échelle internationale, 750 millions d'emballages lavés par an. Alors, majoritairement des emballages secondaires, tertiaires. Et depuis 18 mois, un projet de développement sur les emballages primaires. Un emballage dont vous avez la charge avec d'autres projets, mais on va se focaliser sur le réemploi des emballages primaires. Alors, tout d'abord, première question, Éléonore, on a parlé des réflexions autour du dispositif Reuse, de la question de la boucle de réemploi. Au fond, vous, c'est un modèle que vous avez éprouvé depuis déjà quelques années. Bonjour à tous. Effectivement, en fait, le réemploi d'emballage en contact alimentaire, ça n'est pas nouveau du tout. Ça existe depuis 30 ans. Et vous allez dans n'importe quel supermarché, vous avez notamment des caisses vertes et noires pour vos fruits et légumes, des caisses vertes, des rouges pour la viande, des verts pommes ou des bleus pour le poisson. Eh bien, en fait, ces caisses, elles sont en contact alimentaire direct. Et elles sont gérées par un pooleur qui s'appelle notamment IFCO, qui en fait a le rôle de s'assurer que le bon contenant est au bon endroit au bon moment, d'avoir la relation avec les distributeurs, avec les producteurs et tous les producteurs de viande, poisson, boulangerie, fruits, légumes. Et en fait, nous, on vient récupérer des camions complets d'emballages sales sur les plateformes logistiques des retailers. On les ramène vers nos centres. Là, ils vont être triés à la fois par référence, mais aussi par intégrité pour s'assurer qu'ils peuvent refaire une boucle. Si ce n'est pas le cas, ils vont alors être mis de côté pour être réparés. On fait de la réparation mécanique, de la soudure plastique et bientôt également de la carrosserie pour les bacs gastronomes de la restauration collective. On y reviendra. Donc la réparation est une étape importante pour allonger la durée de vie des emballages et évidemment allonger aussi et améliorer la rentabilité économique de la boucle. Ensuite, on va les laver, désinfecter, sécher, reconditionner et renvoyer propre là où IFCO nous le demandera, donc vers les producteurs qui ont besoin d'avoir un réassort d'emballage réemployable. Et ça existe à l'échelle internationale, puisqu'effectivement, on est présent dans 6 pays en Europe et en Amérique du Nord. Et c'est chaque année plus de 750 millions d'emballages lavés. Et vous parliez tout à l'heure des projets internationaux. Sur l'emballage primaire, il y a effectivement Repack, mais il y a également Buddypack, qui a un projet notamment sur l'emballage primaire ménager plastique. Et vous avez également un projet en Amérique du Nord qui s'appelle Resolve. Donc le réemploi d'emballage consommateur et ménager est vraiment à l'échelle internationale, mais clairement la France est un leader avec l'Allemagne sur ces questions-là, et l'objectif c'est vraiment de dupliquer ce qui se fait déjà en France dans tous les marchés à travers le monde. Votre savoir-faire, vous l'avez évoqué sur les emballages secondaires, tertiaires, c'est aussi la maîtrise de la sécurité alimentaire. Il y a beaucoup d'interrogations sur les emballages primaires. Qu'est-ce que vous pouvez répondre sur ce sujet-là ? Oui, donc, comme je le dis, le contact alimentaire existe déjà depuis 30 ans et jusqu'à présent, vous n'avez pas été malade. Donc, c'est que ça marche. Donc, on a des équipes qualité dans chaque pays. On respecte les normes HACCP, ISO 9001, ISO 45001. On avait été ISO 22000 pour les emballages secondaires et tertiaires. On ne l'était plus parce que le client ne le demandait plus, mais on va le redevenir pour les emballages primaires, puisqu'effectivement, depuis 18 mois, on lave également des gobelets, notamment par exemple les gobelets de la Coupe du Monde ou les gobelets des JO l'année prochaine, des pots bocaux avec par exemple Bocaux Locaux, des barquettes avec Bernie bientôt également, des bacs gastronormes avec des acteurs comme Sodexo et Lior, et des trémies aussi, on en a parlé d'ailleurs, il y a une coalition vrac, en avant vrac avec Perifem qui avance énormément sur ce sujet de la trémie, ou Unpackage en Angleterre. Donc c'est vraiment, voilà, à l'échelle internationale, et d'ailleurs il y a une alliance qui s'appelle New Era Alliance qui vise à représenter les acteurs du réemploi
à l'échelle européenne, puisqu'on est vraiment, encore une fois, en avant sur ce sujet-là. Concernant la qualité, donc il y a des équipes HACCP, il y a des process et des normes et des certifications que vous connaissez tous. Il y a évidemment des laboratoires, nous dans chacun de nos sites a un laboratoire interne et en fait à chaque changement de client ou à chaque batch, parce qu'on fonctionne en 3-8, il y a des analyses microbiologiques, bactériologiques et chimiques qui sont réalisées avec en complément des tests allergènes, pathogènes en fonction des cahiers des charges, des contenants et des contenus. Donc nous, on respecte le cahier des charges des clients. Évidemment, il y a certains standards en dessous desquels on ne veut plus descendre, puisque nous, ça fait 30 ans qu'on fait de l'agroalimentaire. Mais on a des clients qui veulent aller plus loin, qui vont nous demander des tests, j'en sais rien, moi, à chaque 100 000 emballages passés ou à chaque trimestre. Et donc, évidemment, après, ça génère un coût supplémentaire. Mais si l'acteur est prêt à le supporter, il n'y a aucun problème à le réaliser. Et puis ensuite, évidemment, on contribue aux réflexions de Citeo et aussi donc, de Repack et de Buddypack sur écrire une sorte de cahier des charges, de bonnes pratiques qui existent en fait déjà, mais qui n'a peut-être pas été aussi bien formalisé, notamment 19 points d'observation et d'étapes pour réaliser toutes les bonnes pratiques qualité, hygiène et sécurité agroalimentaire, et puis demain également pour la cosmétique et la détergence. Danger, risque physique, c'est les corps étrangers qui est également pris en compte à côté du danger et risque microbiologique et chimique. La casse du verre, en fait, si vous avez des systèmes de mirage, alors quand on est sur les tout petits volumes, on est sur du mirage manuel, on ne va pas se mentir, mais dès qu'on a commencé à avoir des volumes, et nous, on les attend, les volumes, donc si vous avez des volumes, venez, parce que nous, une palette, on s'ennuie, nous, on veut des camions. Voilà, donc venez, on est prêts, en fait. Non, mais en fait, nous, on n'est pas une start-up, on n'est pas dépendant de fonds externes pour réussir à grandir. Nous, on est des gens très terre-à-terre, on a besoin de clients. Donc en fait, à partir du moment où vous avez des parcs d'emballages réemployables à réparer ou laver, nous on est en capacité de se mettre en ordre de marche. Et d'ailleurs, je vous invite à suivre nos actualités dans les prochaines semaines. Vous verrez que très rapidement, on peut faire de la très grande échelle. Alors Éléonore, justement, vous êtes en capacité, rendons cela objectif, sur les emballages primaires. À l'heure d'aujourd'hui, quels sont les sites qui sont dédiés à cette application ? Les sites pour lesquels on a des volumes aujourd'hui, on a notamment Lys dans le 91. L'année prochaine, on va ouvrir également Lyon. Et on a un projet, donc on a également l'Allemagne. Et je ne peux pas vous en dire plus, mais dans les prochaines semaines, on a une grosse annonce ailleurs. En fait, on est en capacité aujourd'hui financière et technique de mailler l'ensemble du territoire. Ce dont on a besoin, c'est des volumes. Donc on a besoin d'acteurs qui ont des parcs de volumes, avec des références standardisées afin de pouvoir ensuite délivrer la prestation. Nous, encore une fois, on n'est pas dépendant d'argent externe ou de... Voilà, on a besoin de clients. Je le répète, c'est très important. Il faut qu'on passe à l'échelle. Nous, là, on s'ennuie. Voilà. Bon, alors en tout cas, nous, on est passionnés par votre intervention pleine d'énergie sur des exemples concrets qui montrent qu'effectivement, vous manquez de volume, mais il y a quand même des initiatives. Donnez-nous effectivement des sources d'inspiration pour montrer qu'il y a des choses qui se font. Par exemple, pour la restauration collective, donc on a commencé depuis 1 an. La première fois, on a reçu 5 palettes de bacs gastronormes en inox. On a mis 17 heures à les laver. La semaine suivante, la même quantité, on a mis 7 heures à les laver. Et la semaine suivante, on a mis 3 heures. Donc vous voyez que dès qu'on commence à avoir de la récurrence, alors ce n'était pas des volumes encore, puisque 5 palettes, clairement, on n'y est pas. Mais au moins, on a de la récurrence hebdomadaire, ce qui permet d'augmenter, de mettre en place un protocole productif et sécurisé, mais aussi d'avoir une meilleure qualité à la fin. Et donc aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers de bacs gastronomes qui sont lavés chaque semaine avec des acteurs comme Sodexo, Elior ou d'autres acteurs de la restauration collective. On a également lavé les gobelets de la Coupe du Monde de rugby sur notre site de Cavaillon, que je n'ai pas cité d'ailleurs, mais effectivement, on lave des gobelets aussi. Donc la Coupe du Monde de rugby, donc là, c'est plus de 200 000 gobelets qui ont été lavés en quelques jours sur ce site. Et on lavera l'année prochaine, grâce à notre partenariat avec le groupe Impact et leur marque Reuse, on lavera les gobelets des JO l'année prochaine. Voilà. Les perspectives, alors on a compris le message, effectivement, vous êtes... répéter encore. Non, je sens que vous allez le répéter. Vous êtes en capacité de prendre des volumes, mais vous avez annoncé
un nouveau site à Lyon, un projet voilà, dont on ne peut dévoiler le contenu, mais ça veut bien dire qu'il y a des contrats qui arrivent. Qu'est-ce qui est en train de se passer ou quelle est la clé justement, vous, pour eh bien, vos perspectives à 2024-2025 ? Nous, ce qui se passe, c'est que, encore une fois, en fait, à partir du moment où les gens ont des volumes standardisés, typiquement en Allemagne, il y a Anne-Sophie connaîtra le nom, mais je ne me souviens plus. Il y a un bocal standardisé qui a été utilisé jusqu'à récemment, mais sans être trop structuré. En fait, le pooleur qui les gérait avait disparu depuis en gros 10-15 ans. Ce pooleur est en train de se reconstituer et de se restructurer, par exemple. Donc ça, c'est une vraie perspective de développement. Il y a la cosmétique également. Typiquement en Allemagne, c'est un de nos sujets actuellement, sur tout ce qui est flacons, soit en plastique, soit en verre, dans la cosmétique. Ici, pour la grande distribution, on a les pots et bocaux avec des acteurs comme Carrefour ou d'autres, par exemple, qui sont pareil en train de se déployer. Donc, ça avance. On attend les volumes. C'est clair, Éléonore, on peut l'applaudir pour cette intervention. Vous restez avec nous, je me décale d'un cran pour accueillir le troisième intervenant, Alexis Dusanteur, PDG et cofondateur de Bocoloco. Vous pouvez l'applaudir, il me rejoint sur scène. Bocoloco créé en 2019 avec votre frère, basé à Paris et à Annecy. Alors pour le coup, 2 levées de fonds, vous développez, vous employez, vous recrutez une dizaine de salariés. Une entreprise accélérée, il faut le signaler, eh bien en 2023 par Citeo dans le cadre du Circulaire Challenge. Alors, sur ce marché bouillonnant, on l'a vu malgré tout, même si des volumes sont attendus, vous, votre spécificité, eh bien, c'est de proposer des solutions de traçabilité pour que ce modèle passe à l'échelle, qu'on passe à une plus grande échelle. L'enjeu, c'est l'interopérabilité entre les magasins ou d'autres organismes tiers comme les collectivités. Oui. N'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Merci Pierre et merci pour l'invitation. On est convaincu effectivement qu'il faut faciliter la vie du consommateur pour qu'il puisse effectivement acheter en consigne dans n'importe quel point de vente et puis retourner ensuite ses contenants dans le magasin qui ne sera pas forcément le magasin de départ. Et donc pour ça, ça suppose qu'effectivement qu'il y ait des solutions pour bien à la fois opérer le modèle d'un point de vue vraiment physique et puis pour aussi mettre en place des systèmes de compensation financière entre enseignes pour qu'à la fin le modèle soit équilibré. Donc il y a des nouveaux sujets qui émergent en fait maintenant qu'on imagine le futur et non pas un stade de l'expérimentation mais un stade vraiment à l'échelle où effectivement il faut penser à ces sujets-là et ça suppose derrière effectivement des solutions techno pour bien le gérer. Donc Alors concrètement, prenez la main sur la petite zapette, comme ça vous pourrez vous appuyer sur votre présentation. Ça veut dire quoi, par exemple, pour le consommateur, lui, qu'est-ce qu'il y a sur l'emballage? Est-ce que c'est un QR code, par exemple? Oui, effectivement, on pense que le QR code, c'est une techno, en tout cas c'est un moyen adapté, mais derrière c'est bien des solutions notamment de base de données, des solutions de type de ERP pour bien gérer les choses. L'intérêt du QR code, c'est effectivement à la fois son coût limité, le fait que d'un point de vue usage consommateur, ce soit maintenant répandu et post-Covid, on voit que l'usage maintenant est devenu assez commun. Donc grâce à ce QR code, effectivement, vous pouvez à la fois sécuriser la déconsignation, donc faire en sorte que la déconsignation permette de récupérer le montant de la consigne et en sécurisant le process de déconsignation. Et ensuite, ce QR code il permet aussi de tracer le contenant, là en l'occurrence un petit bocal de biscuits Michel Augustin, sur tous les cycles de vie du contenant. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on parle de standards, et on en a parlé beaucoup aujourd'hui, ce qui intéresse les industriels, c'est aussi de savoir comment est-ce qu'on peut sécuriser le process derrière. Typiquement, c'est pas neutre de se dire qu'on va avoir un bocal qui va contenir un petit biscuit, ensuite des pâtes, ensuite un autre produit avec des allergènes. Et donc, on sait que le sujet de la sécurité alimentaire est clé pour effectivement rassurer tout le monde, rassurer les industriels sur la capacité demain à traiter des millions de contenants. Voilà. Ce système-là, c'est aussi acquérir de la donnée pour, dans un premier temps, faire son apprentissage. Oui, effectivement, on est convaincu en fait que pour bien penser le modèle, il faut bien le comprendre. Et donc pour ça, en fait, on pense que la donnée est clé pour, au fur et à mesure, gagner en maturité sur la connaissance du modèle du réemploi. Ça veut dire, par exemple, savoir combien de boucles va faire un contenant
Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est une donnée essentielle pour mesurer à la fin l'impact. Quand on regarde les analyses de cycle de vie, le nombre de vies du contenant est une donnée clé. Donc ça, il faut pouvoir le mesurer. On sait aussi que, typiquement, ce qui est clé, c'est les taux de retour. Dans quelle mesure les consommateurs vont prendre le pli de la consigne, vont rapporter leur contenant en magasin. Et on voit que suivant les produits, suivant les catégories de produits, on n'a pas du tout les mêmes taux de retour. Donc tous les produits ne sont pas égaux devant la consigne, j'ai envie de dire. Et ça, c'est important de pouvoir le mesurer. Parce que clairement, derrière, c'est ce qui permet de prendre des bonnes décisions côté industriel, côté marque, par rapport à quel type de produit on veut proposer, quel type de marque on veut proposer. On le voit, vous êtes bien, dans une solution numérique de gestion de la traçabilité. Pour autant, pour se repositionner dans la boucle de réemploi dont on a parlé tout à l'heure, je repose la même question que tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un pooleur, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes en charge justement des contenants? J'apprends que ce mot revient souvent. Écoutez, je l'ai pris au vol. J'ai peut-être tort de me focaliser dessus, mais je pense que ça permet de situer les opérateurs. Alors effectivement, aujourd'hui, en fait, on a un parc de contenants qu'on vient mettre à disposition des industriels, notamment quand je reprends le cas de Michel Augustin, parce qu'on leur propose une solution clé en main pour en fait qu'ils puissent. On sait aujourd'hui, ils ne gèrent pas de verre dans leurs usines, donc pour eux, c'est vraiment un game changer de proposer du verre. Et donc nous, on gère le conditionnement, donc sur toute la chaîne de valeur, on part du conditionnement avec nos contenants jusqu'à l'étape de lavage et ensuite le retour du contenant. Donc en ce sens, on est un pooleur, dans le sens où on possède un parc d'emballage. Maintenant, on n'a pas forcément vocation à passer à l'échelle et de se dire que demain, on va gérer des millions de contenants. On pense que c'est un autre métier que ce qu'on fait. Et nous, on est plutôt, vous l'avez compris, plutôt sur la solution techno pour bien gérer les choses. D'une certaine façon, c'était sans doute pour pouvoir initier en fait votre développement, mais ce n'est pas votre stratégie. Alors justement, des exemples d'applications, qu'est-ce que vous avez d'ores et déjà mis en œuvre et avec quels partenaires? Donc nous, en fait, on accompagne à la fois les distributeurs et les industriels dans leurs projets. On sait qu'aujourd'hui, et Léonore le rappelait, en fait, on a besoin de vraiment d'accélérer les choses. D'accélérer, et donc ça veut dire que côté industriel, notamment, c'est pas neutre de se dire qu'on va passer d'un modèle jetable à un modèle réemployable. On voit qu'il y a plein de questions qui se posent. Du côté des équipes logistiques, marketing, packaging, c'est pas neutre. Et donc nous, on vient les accompagner en termes d'expertise pour essayer de démêler les sujets, en fait, pour essayer de se dire comment est-ce que je pourrais imaginer mon produit demain en format différent, pour vraiment que les marques puissent apprendre le plus vite possible et se projeter dans des modèles type reuse que Citeo est en train de mettre en place, parce qu'on sait que ce sera compliqué de passer d'un modèle zéro jetable à un modèle à l'échelle de réemploi. Donc on les aide dans cette démarche-là. Aujourd'hui, on accompagne des clients comme Nestlé, comme Andros, comme Dossi, donc des marques nationales. On sait qu'en fait, c'est ces marques nationales qui vont faire la différence. Concrètement, le consommateur, il ira chercher ses produits préférés en magasin. Et donc, on ne pourra pas lui dire, tu vas à la fois passer à de la consigne et en même temps sur des produits que tu n'as pas l'habitude d'acheter. Donc nous, aujourd'hui, on accompagne effectivement ces industriels pour penser différemment leurs emballages. Ça, c'est côté industriel. Et côté distribution, on sait aussi à quel point ça pose des questions, le réemploi, d'un point de vue modèle économique, d'un point de vue vie en magasin. Comment est-ce qu'on peut faciliter la vie du magasin? Et typiquement, là, on a récemment annoncé une nouvelle innovation qui est le terminal de consigne électronique. Donc pour pouvoir déconsigner au niveau des caisses, parce qu'on sait que ça peut être complémentaire par rapport à des machines type RVM, donc des grosses machines assez complexes qui sont plutôt adaptées dans des magasins type hypermarché. Par contre, les magasins de proximité, elles n'ont pas forcément la place ni les moyens d'avoir des solutions de déconsignation plutôt élaborées. Donc on a des solutions de déconsignation, je vous montre à quoi ça ressemble à ça. Donc des petits terminals comme un TPE, mais sauf que ça sert à la consigne pour pouvoir rembourser facilement le client. Entendu, Alexis. Si on revient sur la photo précédente, j'ai cru voir des références de Gallia, la brasserie francilienne rachetée par Heineken. Vous avez expérimenté quelque chose avec eux? Oui, ça fait maintenant à peu près 8 mois qu'on propose leurs produits dans les rayons. On sait que la bière, c'est un incontournable de la consigne. Clairement, dans l'inconscient collectif, la bière est souvent connotée consigne. Donc c'était important pour nous d'avoir une belle marque en consigne et aussi de pouvoir réfléchir avec le groupe Heineken à qu'est-ce que ça veut dire de passer à l'échelle. De passer d'un stade d'expérimentation avec une marque Gallia qui est plutôt une petite marque, on va dire, à des réflexions industrielles en se disant maintenant, qu'est-ce que ça veut dire sur ligne?
en termes d'embouteillage, en termes de traçabilité, en termes de reconnaissance du produit, voilà, pour préparer demain. Et donc, quelque part, c'est ce que vous disiez peut-être en amont. Là, on regarde les taux de retour également, et toutes ces informations qui sont clés pour pouvoir préparer le passage à l'échelle. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, en interne, au sein de ces industriels-là, ils ont besoin de pouvoir bien comprendre comment ça fonctionne et de s'appuyer sur la donnée pour ensuite aussi aller convaincre en interne. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien qu'il y a des équipes qui vont être hyper impliquées en interne, qui vont devoir défendre ces projets-là pour justifier ensuite d'investissement, peut-être demain sur des lignes. Donc on veut leur apporter cette donnée-là pour qu'ils puissent justement pouvoir défendre ces projets. Vos perspectives, Alexis, à l'heure actuelle, je crois savoir que vous êtes dans une dizaine de magasins Carrefour et Monoprix. Demain, qu'en est-il ? On voit bien que c'est le réemploi de la consigne est en train d'émerger à grande échelle. Donc nous, effectivement, on veut accélérer ce mouvement-là avec le focus qui est sur la partie solution. On pense que c'est ça le nerf de la guerre, en fait, pour bien gérer les choses, pour bien rassurer les industriels, pour bien aussi convaincre les consommateurs que c'est simple de passer à de la consigne. Et donc nous, on a vraiment investi et on développe en interne nos solutions avec des équipes assez expertes, notamment donc, sur la déconsignation, sur la traçabilité, sur demain l'interopérabilité entre les enseignes. On sait que c'est des sujets clés qui ne vont pas être si simples que ça à gérer. Et donc il faut des solutions bien éprouvées sur le terrain pour que ça marche. Des solutions éprouvées, est-ce qu'il pourrait y avoir une forme, c'est peut-être pas le bon terme, mais d'accréditation, de reconnaissance, en tout cas quelque chose qui permettra aux acteurs de se repérer sur ce marché en pleine ébullition? Oui, on voit bien sûr qu'il y a beaucoup de monde sur le marché. En 2019, quand on avait commencé à créer Bocoloco, on était un peu seul, on faisait un peu figure de pionnier. Maintenant, on voit qu'il y a un écosystème qui se construit, ce qui est une super nouvelle. Maintenant, effectivement, il va falloir aussi le normer ou le standardiser. Je pense que c'est tout l'enjeu de la démarche, notamment que porte Citeo, de se dire comment est-ce qu'on peut mettre un cadre autour de ça. Moi, j'y crois. Je pense que effectivement, c'est important et parce que derrière, on a besoin effectivement que, encore une fois, d'un point de vue, par exemple, consommateur, il n'y ait pas de différence d'un point de vue parcours client, qu'on soit dans une enseigne A ou B. Et on sait qu'à la fin, tout passera par le conso. À quel point on va réussir à l'embarquer facilement. Et c'est ça ce qui fera que demain, on va réussir à passer à l'échelle. Merci Alexis, vous pouvez l'applaudir pour cette intervention. Vous restez avec nous et on reviendra sur l'enjeu, comment embarquer le conso lors de nos échanges. Dernière intervention de cette séquence, je me décale d'un cran pour accueillir Laureline Barthez. Vous pouvez l'applaudir, elle est responsable projet réemploi au sein de Lemon Tree. Bienvenue Laureline. Lemon Tree, une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui agit, qui allie des enjeux sociaux, environnementaux, créée en 2011 autour d'une mission de collecte d'emballages recyclables. Aujourd'hui, dans 4 régions, 900 clients et le développement de l'emballage réemployable dont vous avez la charge justement depuis 2 ans et demi. Alors, pouvez-vous nous en dire plus justement sur cette activité ? Oui, bonjour à tous. Donc Lemon Tree, effectivement, a été créé en 2011 par Augustin et Emmanuel. L'idée, c'est d'aller éviter au maximum l'enfouissement et l'incinération des déchets par la réduction, le recyclage et le réemploi. Donc nous, sur nos 4 antennes, merci de l'avoir rappelé, on est une plateforme logistique. On vient collecter des déchets recyclables. On déploie aussi des machines de déconsignation. On a un atelier technique dans ces entrepôts-là. Sur l'activité du coup de recyclage logistique, on a appris et on a reçu plein d'enseignements de la logistique recyclage et notamment de l'incitation grâce à des automates d'incitation à l'origine pour le recyclage sur les magasins. Donc typiquement ces automates, on va récupérer des bouteilles plastiques en allant inciter les consommateurs à ramener leurs bouteilles plastiques. Mais le réemploi dans la hiérarchie des modes de traitement de déchets, ça doit passer avant. Et c'est une priorité pour nous aujourd'hui de développer le réemploi. Donc nos machines, elles sont aussi capables maintenant de collecter des emballages réemployables. Donc on va se parler de pots, de bouteilles,
plastique, verre, etc. Exactement, le réemploi est le sujet aujourd'hui, mais on le voit, des machines adaptées à ce qu'on appelle la consigne mixte. C'est pas le sujet, mais la consigne pour recyclage, vous le savez, enterrée par le ministre de la Transition écologique fin septembre, est ressortie dans le cahier des charges pour l'agrément de l'éco-organisme, des éco-organismes en France. Voilà, je ferme la parenthèse. Oui. Le réemploi. Le réemploi, c'était juste pour dire un peu un historique sur les mais nous, aujourd'hui, on déploie des automates de déconsigne des contenants. Donc, on va travailler avec tous les acteurs du réemploi pour imaginer la boucle de réemploi dès le départ, pour définir un catalogue de produits, pour pouvoir déployer les machines en magasin, sur les événements ou même en entreprise. En grande distribution, on a une problématique de flux qu'il faut aller chercher et c'est vraiment notre priorité. Donc ensuite, on a une étape de choix des contenants qu'on réalise en partenariat avec les distributeurs et les producteurs, un choix de l'automate, puisqu'on peut développer une gamme entière d'automates de déconsignation avec différentes modalités selon le contenant collecté ou la taille du contenant, la matière, etc. Sur le choix du système de consigne aussi, c'est un gros travail de notre part puisque l'idée c'est vraiment d'aller attraper le consommateur, d'aller augmenter les taux de retour et le système de consigne ou d'incitation. On peut travailler avec de la consigne mais aussi seulement avec de l'incitation pour pas faire imposer le geste d'avance de la consigne. Et enfin, on fait beaucoup de sensibilisation, donc on va venir en magasin aussi lorsqu'on installe ces automates de déconsigne pour expliquer le fonctionnement aux consommateurs. Et ensuite, un reporting détaillé. Donc, nos machines, elles permettent vraiment d'avoir toutes les données nécessaires à qu'est-ce qu'on collecte, en quelle quantité, pourquoi, les taux de retour, etc. Alors, pour bien comprendre, suite à la présentation de Bocoloco, justement, Bocoloco va être dans la solution, on va dire software. Vous êtes plutôt dans l'hardware, c'est-à-dire l'appareil, mais qui est associé avec, évidemment, une partie d'intelligence numérique. Oui, tout à fait. Nous, on se positionne vraiment dans la boucle, donc en partenariat avec tous les autres acteurs. On va vraiment se positionner sur la partie collecte automate, en GMS en particulier. On mène d'ailleurs plein de projets, notamment grâce à Citeo, de recherche et développement pour augmenter nos capacités de stockage, notamment sur ces automates. Dernier élément de compréhension, je fais de la comparaison, mais c'est pour que les professionnels s'y retrouvent. Qu'est-ce qui vous distingue du leader pionnier des machines des consignations, Tomra, qu'on connaît parce que des machines très installées, notamment encore en Alsace, où la consigne pour réemploi sur les bouteilles n'a pas été abandonnée. C'est quoi la différence ? Alors nous, on a vraiment une gamme très variée de contenants réemployables qu'on collecte. On peut passer sur la bouteille en verre en grande distribution, mais aussi sur les événements, on va collecter des éco-cups, des lunchbox en restauration d'entreprise par exemple, ou en GMS aussi. Donc ça va être vraiment sur cette gamme de contenants. On est aussi une entreprise française, on prône des valeurs sociales, on est une entreprise d'insertion, donc on a toutes ces valeurs qui nous sont chères. Et c'est sur cette gamme de machines qui sont tout à fait personnalisables aussi en fonction des clients et des acteurs qui veulent se mettre au réemploi. Des exemples, Laureline, des expérimentations, des essais avec ces machines ? Oui, tout à fait. Donc en ce moment, depuis fin 2022, on a des machines en Bretagne, dans des carrefours du groupe Pont de Bois. C'est une opération qui a été mise en place avec Distro. Donc on va travailler sur 60 références à peu près de bouteilles réemployables qu'on va collecter avec nos collecteurs et un système soft drop qui permet de collecter les bouteilles sans les casser, avec un rendu de consigne aussi qui est adapté en fonction des références, donc soit de 20 centimes ou de 40 centimes. Ensuite, on va travailler avec le grossiste et le distributeur pour que les bouteilles soient récupérées en reverse logistique, lavées et renvoyées dans le sac de production. D'autres exemples ? D'autres exemples, oui, j'ai plus de slides. Mais ce qu'on voulait, je ne crois pas.
Non, on est au bout. Oui, on a d'autres exemples, notamment là on va travailler avec la grande distribution, mais on a des exemples en circuit très court où parfois on travaille avec les producteurs directement. Donc par exemple dans le sud de la France, à Salon de Provence, on travaille avec un producteur de vin qui s'appelle Famille Ravoire. Et là on a installé directement une machine sur leur site. Donc ils vont eux s'occuper de tout le lavage et du remplissage de leurs bouteilles. Nous on s'occupe de la collecte de ces bouteilles, du rendu de consigne, et ça permet d'automatiser tout ça et d'absorber le flux de ces bouteilles-là. Quelles sont vos perspectives 2024-2025, Laureline? Alors, on a déjà des projets validés pour 2024 de déploiement massif de machines, une quinzaine de machines dès janvier 2024 et une cinquantaine de nouvelles machines en GMS sur l'année pour aller collecter des bouteilles en verre notamment. L'idée, c'est vraiment d'aller massifier ces points, de créer un maillage territorial grâce aux machines de collecte, puisque comme Alexis le disait, sur des petits magasins, c'est pas nécessaire et on n'est pas toujours pertinent à mettre des machines, mais sur des grands magasins, pour absorber ce flux, c'est vraiment indispensable l'outil de déconsignation comme on voit ici. Merci Laureline, on peut l'applaudir pour cette présentation de Lemon Tree. Donc 4 acteurs que vous pourrez retrouver sur le village réemploi aux côtés des 25 autres opérateurs. Vous l'avez compris, ces opérateurs sont prêts à participer au passage à l'échelle des boucles de réemploi. On a un moment d'échange, de questions et de débat avec nos 4 opérateurs. Un micro circule, est-ce qu'il y a des questions? Merci de vous manifester. Oui, il y a peut-être un petit point sur lequel alors, Éléonore, un point, une précision. Oui. Tu voulais parler hygiène, qualité, sécurité, mais traçabilité, c'est évidemment hyper important. Donc nous, on permet au pooleur ou à la solution de traçabilité d'expérience consigne des consignes du consommateur. En fait, nous, on permet de pouvoir permettre la visibilité au pooleur du déchargement des camions, à quelles étapes en sont ces emballages et ces lots dans nos lignes industrielles, et puis le rechargement. Ce qui permet, en tout cas de notre côté washer, de pouvoir vraiment permettre une visibilité en temps réel au propriétaire de l'emballage, de où en est son parc dans sa gestion, pour évidemment en optimiser le réemploi, puisque plus il y a de boucles, plus c'est rentable du point de vue économique au-delà du point de vue écologique. Et donc cette traçabilité, elle est à la fois de l'emballage, mais évidemment après hygiène, sécurité, donc tout ce qui est microbio, bactériaux, chimie, pathogènes, allergènes. Ça, c'est un point important. Et donc, typiquement, avec des solutions comme Bocoloco, on peut s'interconnecter. Ce qui fait que Bocoloco, lui, qui travaille pour des marques comme celle qu'il a citées, il peut savoir en temps réel est-ce qu'il aura envoyé suffisamment de stock à des gens comme Andros ou autres. Exactement, et c'est une vraie problématique quand on sait aussi le déséquilibre évidemment des bassins de consommation à l'échelle du territoire. Il faut être en capacité d'assurer la disponibilité des contenants. Si pas de questions, alors allez, je lance le débat. On voit que vous avez déjà des expérimentations qui sont très concrètes. Une question se pose sur l'engagement des consommateurs. Comment les convaincre, les embarquer? On sait en déclaratif que tout le monde est favorable au réemploi. C'est pas ça le sujet. Mais la consigne est-elle un frein? Quel est le niveau le plus acceptable au regard de vos retours d'expérience? Alexis, prenez le micro, je vous vois hocher de la tête. Non, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir à quel point les Français considèrent que c'est du bon sens de revenir à la consigne. Et je pense qu'il y a vraiment un côté vraiment assez intuitif là-dedans qui plaît à tout le monde. Et après, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'effectivement, il y a entre le moment où on s'installe, nous, Bocoloco, avec nos marques, et le moment où ça prend réellement, il y a quelques semaines, le temps que le consommateur soit sensibilisé, éduqué. Il va voir, quand il fait ses courses, le dispositif en magasin. Il va l'intégrer et puis progressivement, quelques semaines après, il va commencer à faire ses courses en consigne. Donc il y a un peu un temps d'inertie au départ. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de retour en arrière. Ça, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'il a changé sa routine de consommation, finalement, c'est intégré. Et si c'est simple pour lui, si c'est pratique pour lui au quotidien, finalement, ça lui semblera assez évident. Et donc, moi, c'est ça ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'on vient cranter les choses, en fait. Voilà.
C'est-à-dire que derrière l'indicateur taux de retour, vous avez un chiffre peut-être plus intéressant, c'est de voir le taux de retour chez les personnes qui ont déjà ramené une fois, c'est ça? Ce qu'on constate, c'est effectivement l'évolution du taux de retour dans le temps. C'est de voir en fait à quel point on commence assez bas, parce qu'en fait, avant que le consommateur rapporte son contenant, il y a forcément le temps où il va consommer, etc. Et donc on part sur les taux de retour au départ qui sont de l'ordre de 5-10%. Par contre, on sent que la pente, elle est continue. Elle est continue. Et en fait, là, on atteint les taux de retour maintenant qui sont de l'ordre de, en moyenne, de 60%, jusqu'à 80% pour certaines références produits. Ça, c'est intéressant, c'est de voir à quel point la progression est constante et linéaire. Voilà. Et sur l'ajustement du prix, c'est quoi votre regard de la consigne pardon, par rapport au prix? On a pas mal testé ça en magasin. On avait commencé avec des prix de consigne à 1 euro par exemple, ce qui était très cher. Et donc, pour le coup, ça pouvait être une vraie barrière à l'entrée pour le consommateur, pour voir comment est-ce qu'il réagissait par rapport à ça. Et ensuite, on a diminué ce prix de consigne pour aller jusqu'à des 20 centimes, qui sont pour le coup beaucoup plus acceptables et en phase avec les recommandations à terme du modèle côté Citeo, et pour voir à quel point ça venait influer sur le taux de retour. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, une fois que les consommateurs ont pris le réflexe, effectivement, quand on diminue le montant de consigne, ils vont pas s'en aller. Eh oui. Ça continue. C'est plus le facteur clé. Claire, vous avez un retour d'expérience aussi sur le sujet. Oui. Nous, on ne peut pas baisser les montants de consigne. Enfin, le but n'est pas de gagner de l'argent sur la consigne, mais de ne pas en perdre. Et un contenant inox a une certaine valeur, donc on souhaite qu'il soit affiché dans son montant de consigne. Et effectivement, 2 ou 3 euros, c'est pas très cher pour un plat comme ça, mais c'est une avance de trésorerie à faire. Donc nous, on est plutôt sur des réflexions de permettre aux gens d'emprunter des contenants sans avancer le montant de la consigne. On a des taux de retour qui sont bons aujourd'hui parce que les gens qui acceptent de mettre 2 ou 3 euros de plus dans leur panier, c'est des gens qui ont intégré le fait qu'il fallait les rapporter. Et donc les taux de retour sont... Autour de combien ? Ils sont équivalents en moyenne à 65%, mais on peut monter à 80% de taux de retour si c'est sur de l'usage à la coupe, où en fait c'est le personnel du magasin qui a pu dire c'est une barquette consignée, voilà, vous allez me la rapporter, voilà où vous allez me la rapporter. Et là, on peut monter même jusqu'à 80%. Mais voilà, et donc sur tout ce qui est en libre service, la réflexion c'est plutôt de se dire mettre en place des moyens qui vont permettre aux gens d'emprunter les contenants gratuitement, sans avancer la consigne, d'emprunter gratuitement pendant 30 jours. Et la consigne ne sera facturée que s'ils ne la rapportent pas. Éléonore ? Oui, si je peux me permettre de rebondir, parce qu'en fait, il faut vraiment que l'accompagnement au changement, il soit à la fois du point de vue consommateur, mais aussi à la point de vue des acteurs de la chaîne de valeur, autant distributeurs que marques. Et c'est pour ça que dans les discussions réglementaires au niveau national, européenne et internationale actuellement en cours, c'est bien beau de fixer des objectifs ambitieux, mais si on ne met pas des objectifs de budget alloués à l'éducation et à la pédagogie et à l'accompagnement, à la transformation des pratiques de production, de vente, puis de sensibilisation du grand public, et ensuite des conditions de contrôle et de sanction, les objectifs, ils pourront être les plus ambitieux qu'on veut. Honnêtement, par exemple, on le voit avec la loi AGEC, aujourd'hui, ils ne sont pas du tout respectés. Tout le monde s'en fout. Alors, la loi AGEC a mis une impulsion. En fait, à un moment donné, il faut être là pour en faire. On en a marre de discuter. À un moment donné, il faut passer à l'action. C'est le décret d'application, effectivement. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction. Parce que, en même temps, il n'y a pas de budget. Et c'est dans les lois et les règlements et les décrets qui sont actuellement en discussion, il faut imposer des objectifs, certes, mais aussi d'allouer des budgets de communication et de sensibilisation et d'accompagnement à la transformation à la fois des acteurs B2B, mais aussi évidemment du grand public, parce que ce n'est pas la responsabilité de l'un ou de l'autre, c'est que les deux doivent y aller ensemble. Et ensuite, des contrôles et des sanctions. Et c'est vraiment nécessaire de le faire au niveau réglementaire et après, évidemment, au niveau des filières. Alors, en tout cas, effectivement, le décret d'application est toujours attendu, qui pourrait éventuellement mettre en place de telles sanctions. Et il est vrai qu'à l'échelle du PPWR, on est sur le même état d'esprit que la loi AGEC. Donc, il y a une probabilité forte que le cadre reste similaire, en tout cas en l'état. Mais on comprend effectivement votre message. Et j'aimerais qu'on l'illustre autour de la table. Au fond, est-ce que votre regard, c'est de se dire que face à ce besoin de passer à l'échelle, on le voit, vous avez tous le même message, vous êtes prêts, mais
il faut aller vers plus de volume. Il y a besoin d'aide pour justement franchir cette étape si difficile où on a besoin d'investir dans des différentes unités, dans des différents systèmes, dans du développement. Laureline, Alexis, quelle est pour vous la clé justement pour pouvoir passer à l'échelle? Effectivement, on a besoin de mutualiser beaucoup de choses et c'est toute l'idée du projet Reuse de Citeo. La mutualisation, elle est sur les circuits de distribution pour pouvoir faire de la reverse logistique. Nous, c'est vraiment comme ça qu'on est les plus pertinents lorsqu'on vient positionner des automates de déconsigne. Elle est sur la standardisation des contenants, mais aussi dans les pratiques de retour, de la généralisation et effectivement que la loi soit appliquée, notamment dans la mise en marché des contenants réemployables après du côté des producteurs. Alexis? Non, ce qu'on a vu cette année, c'est qu'effectivement, le fonds de dotation de Citeo de 50 millions d'euros a quand même aidé à enclencher les choses. En fait, clairement, l'incitation financière à faire des projets autour du réemploi a fonctionné. Et on sent bien qu'on passe d'un stade de petite expérimentation à déjà des choses plus conséquentes. Donc ça aide effectivement pour que côté industriel, côté distributeur, vous arriviez à vous projeter. Voilà. Maintenant, la question ce sera, ok, comment on passe l'étape d'après? Exactement. Je pense qu'on en est là. On est vraiment sur cette phase de transition où on a vu 2023, c'est une année d'accélération. On partait de pas grand-chose et il y a des vrais projets structurants qui se mettent en place. Maintenant, voilà, on attend l'étape d'après et c'est bien ça le message d'Eléonore, c'est de dire à l'étape industrielle, comment est-ce qu'on peut faire? Voilà. Exactement. Claire, justement, pour l'étape d'après, alors voilà, on réfléchit entre nous, on n'a pas de représentants politiques, donc voilà, mais on peut proposer des idées et effectivement des orientations. Je sais que vous réfléchissez justement à des choses innovantes qui pourraient aider à aller passer un cap. Oui, on aime bien réfléchir. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Pierre, mais... Par exemple, un compte consigne financé par les pouvoirs publics. Oui, évidemment, quand on se projette, nous, en tant que consommateurs, encore une fois, je reviens au montant de la consigne sur mes emballages. Demain, j'invite 40 amis à la maison. Je ne vais pas immobiliser un montant de consigne conséquent pour faire mes courses. Donc, je pense que ça rejoint ce qu'on se dit, c'est on a besoin d'harmonisation sur la façon dont la consigne est gérée. Est-ce que un Français citoyen qui va retrouver des emballages réemployable dans son supermarché, mais aussi dans son restaurant, peut-être dans sa cantine, il ne peut pas avoir un compte consigne, je ne sais pas, un crédit d'impôt, voilà, quelque chose qui soit aussi pris en charge à une échelle un petit peu plus haute. Et puis évidemment, je rejoins ce que tu dis, Éléonore, sur le fait que on est là, on est en place, on a imaginé des solutions, voilà. Je pense que toutes les parties prenantes sont au clair sur ce qu'elles doivent faire. On a aussi un gros besoin d'harmonisation. On a tous évoqué ça. Il faut que le consommateur puisse aller dans un supermarché A, le rendre dans un supermarché B. Il faut lui rendre la vie simple. Et pour ça, il faut aussi que tous les acteurs se mettent autour de la table pour se dire comment je fais pour, imaginons, gérer la consigne avec la carte de file de mon magasin, mais qu'elle puisse aussi être gérée par la carte de file du magasin d'à côté. Donc, voilà, il y a plein de choses à imaginer pour rendre la vie du consommateur plus facile. Et je pense qu'on sait tous en fait ce qu'il faut faire. Il faut juste qu'on se mette tous autour de la table pour travailler dans le même sens. Merci Claire, ça sera le mot de la fin de cette séquence. Vous pouvez applaudir nos 4 intervenantes et intervenants. Le message est clair. Merci à vous. Les opérateurs sont prêts, sont dans les starting blocks et engagés dans un processus de co-construction pour imaginer le modèle de demain.